Nous ne sommes pas prêts. C'est la terrible conclusion du dernier rapport d'Oxfam sur l'adaptation au changement climatique. Face aux canicules, aux incendies ravageurs, aux tempêtes, aux inondations dévastatrices, la France est le 3e pays le plus vulnérable en Europe. Pourtant, les politiques mises en place pour s'adapter à ces événements climatiques, à cette nouvelle réalité, sont insuffisantes et injustes. Si bien qu'aujourd'hui, plus de la moitié de nos droits fondamentaux, comme le droit à la santé, le droit à l'éducation ou encore le droit à un logement digne, est menacé. En clair, l'État improvise, ne protège pas assez les Françaises et les Français et remet toujours à plus tard une urgence absolue. Mais on est en train de perdre la bataille. D'ailleurs, le 3e plan national d'adaptation au changement climatique du gouvernement a été suspendu par la dissolution de l'Assemblée nationale. La situation politique a beau être tendue, instable, le changement climatique, lui, n'a pas fait de pause. Et l'urgence est bien là. L'été 2023 a été le 4e plus chaud jamais mesuré en France, et cette chaleur a été responsable d'au moins 5000 morts. L'année 2022 a été celle d'une sécheresse historique généralisée, du manque d'eau dans des centaines de communes, mais aussi des méga-feux en Gironde et dans les Landes qui ont provoqué l'évacuation de dizaines de milliers de personnes. Cette année 2024 fut aussi celle des terribles inondations. On est impuissant, on est impuissant. De toute façon, le feu, on peut rien faire, l'eau, on peut rien faire. Si le réchauffement climatique est entré dans notre quotidien, il ne nous touche pas toutes et tous de la même manière. Or, le rapport d'Oxfam montre comment la grande improvisation des politiques d'adaptation favorise les plus riches. S'il n'y a pas de sursaut, le réchauffement va encore renforcer les inégalités, créer d'immenses catastrophes sociales, mais aussi des pertes économiques. Alors, à quel point sommes-nous en danger face au réchauffement climatique en France? Quelles politiques faudrait-il mettre en œuvre pour mieux protéger et réduire les inégalités? Et pourquoi l'adaptation doit devenir une des priorités du nouveau gouvernement? Réponse tout de suite dans cet entretien Blast avec Quentin Guéquer. Quentin Guéquer, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes chargé de plaidoyer climat et adaptation pour Oxfam France, président de HOP, Halte à l'obsolescence programmée, et vous êtes le co-auteur du rapport Oxfam publié le 15 juillet 2024, intitulé « Nous ne sommes pas prêts, prêtes ». C'est le premier rapport qui analyse les conséquences sociales des improvisations politiques en matière d'adaptation. Alors, pour commencer, je vous pose la question, quel est le principal problème de la politique d'adaptation au réchauffement climatique de l'État français ? La principale problématique qu'on a rencontrée dans ce rapport, qui montre bien que nous ne sommes pas prêts, puisque c'est dans le titre, en fait c'est ça, c'est qu'il y a eu une inexistence des politiques d'adaptation jusqu'à au moins 2011, et qu'ensuite les politiques d'adaptation ont largement été insuffisamment prises en compte, et par conséquent aujourd'hui en 2024, on n'est pas du tout prêt à faire face aux aléas climatiques extrêmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans notre quotidien. Il faut en parler aux victimes des inondations du Pas-de-Calais ou des incendies en Gironde et dans les Landes, mais aussi pour les aléas climatiques futurs, à un horizon très proche, 2030 et 2050. On ne parle pas de dans 50 ou dans 100 ans, là on parle dans 6 ans, puis 26 ans. Oui, on parle de maintenant, et c'est vrai que quand on parle du réchauffement climatique, on entend beaucoup parler des mesures d'atténuation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour essayer de limiter les impacts du réchauffement climatique, mais il y a aussi le fait de faire avec la situation qui est déjà là, c'est-à-dire le fait que le futur est déjà là et peu de personnes le réalisent totalement, et surtout les politiques qui sont mises en place aujourd'hui par le gouvernement prennent pas ça en compte, c'est-à-dire qu'on est dans la réactivité quand il y a un événement extrême, donc on est à chaque fois dans l'urgence tout de suite, quoi. Exactement. En fait, aujourd'hui, il y a eu un espèce de tabou qui a été brisé il n'y a pas très longtemps autour du fait que le réchauffement climatique, maintenant, il est dans notre quotidien. Maintenant, il existe. C'est un peu l'arbitre, il a sifflé le début du match et on n'est même pas dans les vestiaires en train de mettre nos crampons, quoi. C'est pour filer la métaphore. Et donc, du coup, il y a un énorme problème de prise en compte et de prise de la mesure de l'impact du réchauffement climatique aujourd'hui. Surtout que, à la fin, ce sont toujours les plus précaires, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes isolées, qui sont les plus concernées par les aléas climatiques extrêmes. Et si le réchauffement climatique, il touche maintenant toute la France, métropolitaine et d'outre-mer, il ne touche pas de la même façon tous les Françaises et les Français. Et ça encore, ce n'est pas du tout pris en compte dans les politiques d'adaptation de l'État. Et c'est notre deuxième critique. C'est cette absence de considération de vulnérabilité au réchauffement climatique qui sont différentes d'une population à une autre. Alors avant d'entrer dans le détail, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement comment est-ce que vous l'avez élaboré, ce rapport ? C'est un rapport qu'on a commencé il y a maintenant plus d'1 an sur l'angle de l'eau. Le gouvernement avait publié un plan, le fameux plan eau, qu'il a publié le jour de la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars, je crois. Et ensuite, Emmanuel Macron avait fait tout un raout dans un lac dans les Alpes.
Et on a été très critique sur ce plan qui n'était pas du tout l'alpha et l'oméga. Mais qui on en avait parlé avec Charline Descolonges, qui est hydrologue sur Blast. Voilà, exactement. Et du coup, on s'est intéressé aux autres conséquences du réchauffement climatique, au-delà de la sécheresse. Est-ce que la France est prête à faire face et quelles sont les politiques d'adaptation? Et donc, du coup, on a fait une synthèse de toutes les politiques existantes au niveau national, au niveau de l'État. Il serait vain de pouvoir dire qu'on peut faire une analyse exhaustive parce qu'en fait, il y a plein de petites initiatives partout. Mais ça nous a permis d'avoir une macro-analyse, en tout cas, qu'on a ensuite fait relire à des experts et des experts du sujet. Gonéry Le Causanet, qui est maintenant membre du Haut Conseil pour le climat, par exemple, des membres de I4C, l'Institute for Climate Economics, ou encore l'IDRI, et ensuite de pouvoir de l'adapter, sans mauvais jeu de mots, aux politiques qui étaient en train d'arriver, puisque en janvier 2024, Christophe Béchu en a fait une priorité pour voir si effectivement il y allait avoir un sursaut politique. Force a été de constater que non, c'était pas le cas. Et donc du coup, ça nous a permis ensuite de le publier là, tout récemment. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, en écrivant justement ce rapport, en faisant la synthèse de toutes ces données et de tous ces travaux scientifiques aussi que vous avez pu mobiliser avec des experts et des expertes? En fait, c'était voir à quel point on savait ce qui allait nous arriver. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans le rapport du GIEC, dans la 6e évaluation, donc quelque chose de très consensuel. Et que la France, elle est très bonne à savoir ce qui va lui arriver. Il y a 5 étapes dans l'adaptation. C'est à la fois préparer le terrain, donc savoir de quoi on parle, pour qui et pourquoi. Ensuite, il y a analyser sa vulnérabilité, donc savoir qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui nous arrive déjà, à quel point, comment le chiffrer. Et ensuite, il y a choisir les options d'adaptation. Comment on va faire pour se protéger? Ces 3 étapes-là, la France est très bonne. Elle est parmi les meilleurs élèves. Mais quand il s'agit de la mise en œuvre, qui est la 4e étape, c'est là que tout s'écroule. Elle est très, très mauvaise, tout simplement, parmi les pays de l'Union européenne, à mettre en place des mesures efficaces et justes. Parce que ça demande du courage politique, et nos décideurs et nos décideuses politiques ont toujours échoué. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué en l'écrivant, c'est qu'on a des chiffres extrêmement précis sur nos pertes économiques. D'ici 2071, par exemple, on sait que la région PACA va perdre approximativement 1 milliard d'euros chaque année à cause des conséquences du réchauffement climatique. On sait que les vagues de chaleur vont tuer environ 45 000 personnes d'ici 2100. On est conscient de tout ça. Et pourtant, aujourd'hui, en 2024, il n'y a encore rien qui a été fait, alors que la France a les moyens de s'adapter. À quoi ça sert à la France d'être la 5e puissance économique mondiale, la 7e puissance militaire, de siéger au G7, au G20, au Conseil de sécurité de l'ONU, si elle n'est même pas capable d'assurer les droits fondamentaux les plus élémentaires de sa population? C'est vraiment cette question-là qu'on a posée au gouvernement, et c'est vraiment ça qui m'a le plus choqué. Et aussi de protéger en fait les populations face aux risques climatiques, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans le débat public, on le sait pas très bien, mais en gros, il y a une grande majorité des Français qui sont exposés aux risques climatiques et du territoire aussi. Et par exemple, voilà, si on lit les rapports, on sait que le principal risque en France climatique, ce sont les inondations, mais le risque climatique le plus mortel, ce sont les canicules et les vagues de chaleur. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement quelles sont les principales menaces, justement, qui pèsent sur la France aujourd'hui? Le GIEC est encore une fois assez précis dessus. Il y a effectivement une plus haute mortalité à cause des vagues de chaleur et des intempéries qui vont avoir lieu en France. Les vagues de chaleur, c'est la conséquence du réchauffement climatique la plus meurtrière, vous l'avez dit, et elle touche principalement les personnes âgées. En 2023, il y avait 5 000 décès liés aux vagues de chaleur. Pour les 3/4, c'était des personnes âgées ou des personnes isolées. Ensuite, il y a effectivement les inondations qui vont avoir des impacts économiques extrêmement importants. Et les inondations c'est l'impact du réchauffement climatique qui a le plus de conséquences économiques. Ensuite, il y a évidemment des pertes de rendement agricole liées aux sécheresses et au manque d'eau. Et le manque d'eau est également une des principales conséquences en France qui affecte déjà la totalité du territoire. On l'a vu en 2022 lors de la sécheresse généralisée. Et encore aujourd'hui... Il y a près de 1000 communes qui ont dû être approvisionnées en eau potable parce qu'il n'y avait plus d'eau, quoi. Ouais, et encore aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, les Pyrénées-Orientales vivent la pire sécheresse qu'ils n'ont jamais connue depuis qu'on peut les enregistrer, c'est-à-dire 1959. Donc ce sont des risques que l'on vit déjà. Ce sont même plus des risques, ce sont des conséquences en fait, dont on est à peu près sûr de la manière dont elles vont nous toucher. Et encore une fois, nous, ce qu'on a constaté dans le rapport, c'est que les politiques publiques n'étaient pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Alors on le sait, on le dit souvent sur Blast, que ce sont les personnes les plus riches qui sont plus responsables du réchauffement climatique. Pourtant, les premières victimes sont les personnes les plus précaires. Selon une de vos études en 2023, vous expliquez que l'empreinte carbone des 10% les plus riches de France est au moins 7 fois supérieure à celle des 10% les plus pauvres. Vous avez expliqué rapidement qui étaient les premières personnes touchées par justement les risques climatiques et les conséquences du réchauffement climatique en France. Est-ce qu'on peut revenir juste un peu plus en détail là-dessus, et est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se traduit très concrètement dans leur vie?
Tout simplement, les personnes les plus pauvres, les personnes les plus précaires, sont souvent dans des territoires qui sont plus exposés aux aléas climatiques extrêmes. C'est notamment le cas dans les quartiers populaires, qui sont davantage concernés par les vagues de chaleur que les zones périurbaines et moins denses et plus riches, qui bénéficient de plus d'espaces verts. À Aubervilliers, il y a 44% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ces personnes bénéficient de 3 mètres carrés d'espace vert par personne, alors que l'OMS en recommande au moins 12 mètres carrés pour que les personnes puissent être en bonne santé. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Les femmes, c'est tout simplement parce qu'elles sont aussi parmi les plus pauvres et donc du coup ont moins de capacité d'adaptation. Et ensuite, elles sont les plus exposées, mais ces personnes sont également les plus vulnérables, c'est-à-dire qu'elles ont moins de capacité d'adaptation, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas protégées. Pour être protégées, aujourd'hui, il faut avoir un patrimoine, parce que l'État met en place des fonds de prévention contre les aléas climatiques extrêmes, par exemple le fonds Barnier, qui est un fonds de prévention contre les risques naturels majeurs, je crois, qui permet de prévenir de ces aléas. Le problème de ce fonds, il faut d'abord être propriétaire pour pouvoir le réclamer. Ensuite, il est limité à 10% de la valeur vénale du bien et plafonné à 80% du coût des réparations ou de l'investissement. Et en plus, vous ne pouvez recevoir en avance les fonds qu'à hauteur de 30% du montant. Ça veut dire qu'il faut forcément avoir un patrimoine immobilier et une trésorerie importante, parce que le reste à charge, enfin, il est très important. Pourquoi faudrait-il avoir un patrimoine pour être protégé ? Et ça, c'est encore une des conséquences du manque d'adaptation de l'État. Si bien qu'aujourd'hui en Europe, les 20% les plus riches sont plus protégés aujourd'hui que les 20% les plus pauvres. C'est aussi une des données du rapport. Alors justement, vous l'écrivez dans le rapport, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a à peu près 26 des 50 droits fondamentaux qui sont menacés aujourd'hui en France par cette improvisation des pouvoirs publics et par l'absence aussi de vision globale, vous l'avez dit. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit, justement, cette atteinte aux droits fondamentaux ? Vous parlez du droit du travail, du droit à la santé, du droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, c'est très simple. En 2030, donc dans 6 ans, 1,3 million d'enfants en école de maternelle, donc des enfants de 2 à 5 ans, vont subir des vagues de chaleur ou des pics de chaleur de plus de 35 degrés directement dans leur école. Or, il est très dangereux pour un enfant de cet âge d'être exposé à cette température. Donc on parle du droit à l'éducation là, mais aussi du droit à la santé. On parle de 100% des écoles de Paris, de Seine-Saint-Denis, des Bouches-du-Rhône ou de Gironde. Le droit à la santé, parce que... Et ça, c'est lié directement, justement, à l'inadaptation des infrastructures. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas assez d'isolation des bâtiments, quoi. Complètement, ouais. La plupart des écoles sont aujourd'hui des passoires thermiques et il n'y a pas de plan national d'adaptation au niveau de l'éducation nationale pour permettre à ces enfants d'être protégés contre des conséquences qui sont certaines et qui vont se multiplier. Pour le droit à la santé, c'est également le cas. 5% des hôpitaux risquent de fermer d'ici 2100 à cause des différents aléas climatiques extrêmes, risque d'inondation et vagues de chaleur. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai dû faire une IRM pour mon pouce. Et j'ai demandé à la dame si l'IRM pouvait fonctionner à une température excédant 22 degrés. Elle m'a dit non, et c'était déjà arrivé qu'ils doivent fermer le service de l'IRM parce que la chaleur était trop élevée. C'est une illustration toute bête, mais qui est pourtant parlante, que les hôpitaux fonctionnent de manière optimale entre 18 et 22 degrés, et pourtant il n'y a pas d'obligation réglementaire de construire des hôpitaux qui doivent être conçus pour pouvoir subir des aléas climatiques extrêmes ou des vagues de chaleur, tout simplement. Et ça encore, c'est un problème, tout simplement de politique publique. Et il suffirait tout simplement d'avoir le courage politique de dire il faut mettre en place des investissements. Certes, ça va coûter de l'argent, mais vous préférez anticiper que de réparer, puisque de toute façon, il va falloir dépenser des milliards d'euros pour pouvoir s'adapter. La dernière question que je voulais évoquer avec vous, justement, sur ces droits fondamentaux, parce qu'on ne peut pas faire les 26, mais c'est quand même la question des droits des salariés qui ne sont pas suffisamment protégés. Vous le dites dans votre rapport, aujourd'hui, il y a 36% des travailleurs qui sont déjà exposés à des chaleurs extrêmes sur leur lieu de travail. Est-ce que vous avez justement plus d'informations par rapport à ça ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire, quand on parle de chaleur extrême, est-ce que c'est que les personnes dans le BTP ou est-ce que ça va plus loin que ça ? Non, effectivement, il y a un rapport de France Stratégie, une note de France Stratégie, qui est une institution, encore une fois, publique, qui est rattachée auprès du Premier ministre ou de la Première ministre. Ce rapport dit qu'il y a 23 métiers qui sont surexposés. C'est effectivement largement des ouvrières et des ouvriers, du BTP mais pas que, la métallurgie, de l'automobile, ou alors des personnes qui travaillent dans des endroits en intérieur où il y a une machine qui chauffe. C'est le cas notamment des boulangers, des pâtissiers, mais aussi des cuisiniers de manière générale, et des personnes qui travaillent en extérieur, les agriculteurs, les agricultrices, mais aussi la police, et aussi l'armée et les pompiers.
Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées à cette échelle, de manière coordonnée et générale? La réponse est non. Pas au niveau du ministère du Travail, pas au niveau du Premier ministre, pas au niveau du ministère de la Transition écologique. Il n'y a quasiment rien qui est organisé. Récemment, effectivement, il y a un décret qui a été publié le 28 juin pour permettre, en cas de vigilance orange et rouge canicule, aux ouvrières et aux ouvriers du BTP de se retirer des chantiers, puisque les chantiers seraient à l'arrêt pour les protéger. Ouais, d'être en chômage technique et d'être rémunéré à 75% de leur salaire. Mais ça encore, c'est une illustration en fait de la politique par à coup. En gros, on réagit après l'accident et on se dit genre ah oui, vite, publions un décret plutôt que de prendre des mesures anticipées et coordonnées pour tout le monde. Pourquoi juste les ouvrières et les ouvriers du BTP quand il y a plein d'autres professions qui sont concernées? Pourquoi juste les vigilances orange et rouge canicule alors que c'est également le cas dès qu'il y a un pic de chaleur ou une vague de chaleur? Pourquoi ne pas prendre en compte aussi la température ressentie en intérieur plutôt qu'aussi en extérieur? Ça, il y a aussi il y a des réflexions qui sont en cours. Encore une fois, on est très bon à savoir ce qui va nous arriver, mais on est très mauvais à mettre en œuvre des politiques ambitieuses pour le faire. Je recevais l'économiste Éloi Laurent il n'y a pas longtemps qui parlait justement du fait que les vagues de chaleur n'étaient pas du tout prises en compte dans ces politiques d'adaptation et dans les politiques tout court, alors qu'en fait, les effets sur la santé de vagues de chaleur en continu sont aussi totalement délétères. Donc c'est vrai que c'est un sujet. Simplement pour terminer sur cette question des droits fondamentaux, on a parlé des impacts des vagues de chaleur et des canicules, surtout des canicules, sur les droits fondamentaux. Est-ce qu'il y a d'autres aléas climatiques qui vont avoir des impacts directs sur nos droits? Il y a effectivement d'autres droits, notamment le droit au logement, puisque en cas d'aléa climatique extrême, s'il y a une inondation forte et que les politiques publiques n'ont pas su anticiper des crues soudaines, votre droit à un logement décent va également être atteint. Pour revenir sur le droit du travail, il y a 54 travailleurs qui sont quand même décédés entre 2017 et 2022, selon Santé publique France. Et donc, on ne parle pas juste d'un risque de confort, mais vraiment d'un risque, dans ce cas-là, de la dignité humaine, voire du droit à la vie. Et ça, c'est encore un autre droit, du coup, qui est atteint. Et ce que vous dites dans le rapport, justement, c'est que par rapport à tous ces constats-là, on a aujourd'hui des politiques d'adaptation qui favorisent en grande partie les plus riches. Et il y a un exemple que vous donnez qui est assez intéressant de la gentrification verte, qui est aussi dénoncée par le GIEC. Et donc, c'est une forme spécifique de maladaptation qui va privilégier les populations urbaines, en gros, qui ont de l'argent, dans les projets de verdissement urbain. Est-ce que vous pouvez expliquer justement comment ça fonctionne, cette gentrification verte dans les villes? La gentrification verte, c'est une maladaptation. D'abord, du coup, définir peut-être ce qu'est la maladaptation. C'est une mesure qui vise à protéger une certaine catégorie de la population au détriment d'une autre, ou c'est une mesure qui vise à protéger la population, mais au détriment, du coup, de l'atténuation, donc qui va, in fine, augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui va avoir des conséquences complètement contradictoires. Donc la climatisation est un très bon exemple de maladaptation, puisqu'on améliore notre confort immédiat, mais en fait, on utilise encore plus d'énergie, et donc potentiellement, déjà, on réchauffe l'extérieur, et ensuite, on utilise potentiellement des énergies fossiles, et donc on augmente les gaz à effet de serre. Exactement. Et c'est le cas pour la gentrification verte, parce qu'en verdissant, donc en faisant de la végétalisation dans certains quartiers, vous allez augmenter la valeur vénale du quartier, qui va permettre, qui va augmenter le budget, donc du coup ne va pas permettre à des populations qui vivent de manière plus précaire de pouvoir continuer à vivre dans ces quartiers ou d'avoir accès à ces quartiers verts, qui vont du coup pousser ces populations vers des quartiers qui le sont moins. Et donc du coup la gentrification verte, donc le verdissement au profit de personnes issues de CSP+, ou qui ont les moyens, en est une illustration. Mais c'est pas une fatalité. Alors, si vous voulez, plutôt que de le faire de manière ponctuelle et puis ensuite de faire une grosse promo marketing autour de visiter ce nouvel écoquartier ou attention, regardez cette rue piétonne, elle est géniale, et qui va du coup stimuler en fait par le fait de rareté, puisqu'en fait ces endroits sont rares. En fait, si vous le faites de manière massive, les études sociologiques montrent, si vous le faites de manière massive dans tous les quartiers, aussi dans les quartiers populaires, si vous rajoutez ce qu'on appelle des aménités environnementales, du coup une rivière, un cours d'eau, un étang ou un bois, un parc, du coup ça va permettre à la fois de végétaliser massivement, sans forcément associer ça à une augmentation du prix de l'immobilier, mais aussi du coût de la vie, puisqu'il y aura moins de magasins qui vont être destinés à une certaine catégorie de la population plutôt qu'une autre. Et notamment, justement, dans ces politiques d'adaptation qui favorisent les plus riches, vous parlez aussi de MaPrimeRénov', qui est ce dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour essayer de favoriser l'isolation thermique des logements. Est-ce que vous pouvez expliquer justement en quoi ce dispositif il est aussi un exemple de maladaptation, en quelque sorte, ou en tout cas qui n'est pas ajusté aux inégalités? Déjà, il faut savoir que la MaPrimeRénov', ça s'adresse évidemment aux propriétaires, encore une fois, même si c'est aussi possible que les fonds soient débloqués pour des propriétaires qui ne sont pas occupants du logement, donc du coup qui bénéficient à la fin aux locataires.
Mais le problème, c'est que ça reste encore au bon vouloir du propriétaire de le faire. Et donc, du coup, le locataire ou la locataire se retrouve sans solution et à la merci de son ou sa propriétaire pour être protégé contre les impacts du réchauffement climatique. En plus, on voit que dans MaPrimeRénov', comme pour le fonds Barnier, il y a un reste à charge qui est souvent de plusieurs milliers d'euros pour le propriétaire. Donc, il faut être propriétaire, occupant ou pas, avoir la volonté de le faire et en plus avoir la trésorerie nécessaire pour le faire. Donc on voit encore une fois l'imperfection totale de ce dispositif qui a surtout été pensé pour de l'atténuation, donc pour réduire, pour faire des économies d'énergie et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, moins pour que les logements soient adaptés à des vagues de chaleur, au confort d'été ou alors à d'autres aléas du type inondation ou intensification des intempéries, orages, etc. Oui, alors que pourtant, dans les grandes villes, notamment, il y a énormément de personnes qui sont locataires et qui souffrent justement du froid ou du chaud d'ailleurs, parce qu'ils vivent dans des passoires thermiques. Justement, on en vient à cette question centrale du budget, c'est-à-dire que ces plans d'adaptation, ils sont non seulement pas adaptés en quelque sorte, mais ils manquent aussi considérablement de budget. Vous le dites, les 2 plans d'adaptation qui existent, en fait, prévoient à peu près 600 millions d'euros par an, alors qu'il faudrait beaucoup plus. Combien est-ce que ça coûterait justement une politique plus ambitieuse sur l'adaptation et comment trouver l'argent? Il y a la Cour des comptes qui a fait un excellent rapport en mars dernier sur le sujet pour montrer un petit peu l'ordre de grandeur de ces chiffres, et I4C également, qui a commencé à chiffrer une partie des coûts de l'adaptation. Ça nous a permis de faire un calcul qui s'oriente vers plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, nécessaires, immédiatement. C'est-à-dire que pour faire les premiers pas, on a un peu additionné ces chiffres, mais sans pouvoir vraiment donner une ordre de grandeur globale. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de politiques d'adaptation qui dépendent de décisions politiques majeures et donc du coup de notre vie démocratique. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de débat démocratique légitime et le débat sur l'adaptation a été privé par le gouvernement des citoyens. Et donc, du coup, qui ne permet pas aussi de savoir concrètement combien ça coûte. Mais oui, on parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an pour l'ensemble des risques associés aux impacts immédiats du réchauffement. Ouais. Et ce qui est compliqué d'ailleurs, c'est justement cette question de se projeter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans d'adaptation qui se projettent, et Christophe Béchu a été critiqué pour ça en partie, dans une France à plus 4 degrés. Et donc dans une France à plus 4 degrés, les nécessités d'adaptation ne sont pas du tout les mêmes que dans une France à plus 3 degrés, par exemple. Oui, c'est la limite de la trajectoire d'adaptation. C'est qu'en réalité, si vous crantez une adaptation à plus 4 degrés, vous allez avoir plusieurs mesures politiques que vous pourriez mettre en place dans une France à 2 ou 3 degrés qui ne vont pas être prise en compte puisqu'on va se focus sur un 4 degrés. Du coup, nous, chez Oxfam, on recommande une approche dynamique, c'est-à-dire qu'il y a une révision en fonction de nos objectifs d'atténuation et de l'état du réchauffement de la France et plus globalement le monde pour identifier les meilleures stratégies à un instant T. Le problème, c'est qu'il y a des stratégies d'adaptation, notamment la végétalisation, qui dépendent d'investissements massifs sur le long terme. Mais on voit qu'il y a énormément de mesures qu'on appelle des mesures sans regret. Ce sont des mesures qui montrent une efficacité, peu importe le niveau de réchauffement, qui pourraient être mises en place, notamment la végétalisation massive, ou alors l'intensification de nos mobilités douces pour réduire l'artificialisation de manière générale, et aussi contribuer à l'atténuation, puisque rappelons-le, l'atténuation, c'est une des premières mesures d'adaptation, puisque si vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre, vous limitez le réchauffement climatique, et donc du coup, vous limitez les impacts du réchauffement climatique. Et toutes ces mesures, on pourrait les mettre en place, mais encore une fois, ce n'est pas le cas, puisque le gouvernement fait largement l'autruche sur les politiques d'adaptation. C'est la première critique qu'on a adressée, mais aussi réagit, encore une fois, vous l'avez très bien dit, après l'accident. Il attend qu'il y ait un accident de la route pour inventer la priorité à droite de manière systématique. Et ça lui coûte énormément d'argent, et parfois beaucoup plus que de l'anticiper, pour pouvoir permettre à la fois aux personnes d'être protégées, mais aussi à la fin de faire des économies. Oui, c'est le cas notamment justement sur la question des inondations qui sont rendues encore plus graves par l'artificialisation des sols parce que l'eau n'a nulle part où s'écouler. Donc c'est un peu le cercle vicieux de comment est-ce qu'on a notre modèle de développement qui montre ses limites et qui ne nous permet pas de nous adapter aux conséquences justement de ce modèle de développement et au réchauffement climatique. Alors il existe déjà, je l'ai dit, 2 plans nationaux d'adaptation au changement climatique et l'adoption du 3e plan d'adaptation devait avoir lieu. Il a été reporté. Et il a à nouveau été suspendu par la dissolution de l'Assemblée nationale. Selon vous, à quoi est-ce qu'il devrait ressembler ? Et donc, du coup, quelles sont les solutions à appliquer aujourd'hui ?
Déjà, il faut que ce plan, sur la forme, soit contraignant. On ne peut plus se limiter, comme l'étaient finalement les 2 premiers plans, à des effets d'annonce, de communication, le gouvernement est en avance, Make Our Planet Great Again, la France s'adapte, et ensuite on se limite à ce dossier-là et on passe à un autre dossier. L'adaptation, elle a lieu tous les ans, et maintenant le changement climatique est installé, et il ne va pas attendre que le gouvernement ait un moment politique opportun pour pouvoir attendre de frapper ou pas. Donc il faut que l'adaptation étant un sujet beaucoup trop important, puisqu'il touche au moins la moitié de nos droits fondamentaux, être pris en compte et être opposable auprès du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement doit être redevable des engagements, des objectifs, des moyens qu'il s'engage à mettre en place. Et que s'il ne le fait pas bien, un citoyen ou une citoyenne ou une organisation de la société civile pourrait aller devant un tribunal pour demander à l'État de les mettre, pour contraindre l'État de les mettre concrètement en place devant la justice. Ça, c'est une première mesure. Ensuite, c'est évidemment déployer des moyens colossaux, finalement, on l'a dit, plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, et avoir des plans d'adaptation à la fois sectorisés, mais aussi une stratégie nationale coordonnée. Il n'y a pas de raison qu'on puisse avoir cette stratégie grâce au secrétariat général à la planification écologique de manière générale, mais que ce plan ne puisse pas être, le plan d'adaptation ne puisse pas avoir une stratégie générale concrètement faite auprès d'une institution, au moins du Premier ministre ou de la Première ministre. Et enfin, il faut que ce plan il soit démocratique et transparent. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, il est ressenti auprès des territoires. Les collectivités territoriales le savent très bien et s'adaptent déjà comme elles le peuvent. Il y a des collectivités qui sont plus sensibilisées et qui sont plus en avance que d'autres. Mais encore une fois, ça dépend du bon vouloir de ces collectivités. Et là, c'est encore une fois à l'État de se poser en stratège et de mettre en place des moyens financiers et humains pour permettre concrètement aux territoires de s'adapter. Or, encore une fois, on voit que ce n'est pas le cas. L'État n'aide pas suffisamment les collectivités. Et du coup, ce que l'on voudrait mettre en place, c'est une institution démocratique qui pourrait ressembler à une convention citoyenne pour le climat, avec des citoyens et des citoyennes tirés au sort, qui seraient contraignantes. Concrètement, ce sont ces personnes qui vont décider de comment on adapte notre territoire, nos économies en tant que société et nos ressources naturelles sur tel ou tel territoire, pour pouvoir permettre ensuite à l'État de demander, nous avons besoin de temps pour adapter de telle manière notre ressource en eau, de temps pour adapter notre industrie touristique au réchauffement climatique, puisqu'encore une fois, le réchauffement climatique ne touche pas les territoires de la même manière. On ne vit pas le réchauffement de la même manière en Bretagne que dans le Var ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, il convient à ces territoires de savoir, évidemment, de manière démocratique, comment elles peuvent le mieux faire face à la fois aux aléas climatiques extrêmes, mais aussi aux conséquences de plus long terme du réchauffement. Mais l'idée, ce serait donc d'avoir une convention citoyenne pour l'adaptation, mais à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale ou à une échelle encore plus... Est-ce que l'idée serait d'en avoir plusieurs ou d'avoir juste une grande convention citoyenne à l'échelle nationale ? L'idée, ça serait d'avoir de multiples petites conventions citoyennes à l'échelle territoriale. Est-ce que ça doit être au niveau de la région, du département ou de l'intercommunalité ? Je pense que ce débat-là, il peut avoir lieu. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ces effets sont ressentis au niveau territorial et que c'est la troisième critique que l'on formule auprès du gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, le débat démocratique autour de l'adaptation, il a toujours été privé par le gouvernement des citoyens parce que on s'est cantonné à des domaines techniques. On a confié cette mission-là à l'administration. On a publié un décret le 28 juin en disant « Oulala, alors attention, les ouvriers du BTP, c'est bon ». Mais ensuite, on n'a pas eu de réflexion globale sur le sujet. Or, l'adaptation, c'est infiniment politique. Il convient de savoir si on va décider d'adapter les résidences secondaires qui sont situées sur les côtes de Méditerranée ou les logements du Nord-Pas-de-Calais qui vont subir de plus en plus d'inondations. Il faut qu'on choisisse ensemble ce à quoi on va renoncer concrètement, puisqu'il y a des zones déjà, on sait qu'on va pouvoir y habiter d'ici 20, 30, 40 ans. L'équivalent de la ville de Lille a déjà disparu sous les eaux et la montée du niveau de la mer va s'accentuer, va s'intensifier à mesure que le réchauffement climatique continue d'exister. Donc du coup, il faut absolument qu'il y ait un débat démocratique sur la façon dont on va gérer notre territoire. Est-ce qu'on artificialise ou pas ? Comment on revégétalise ? Pour qui ? De quelle économie on a envie demain ? Je pense que c'est une question très urgente, notamment pour l'économie de la montagne ou de l'industrie touristique en Méditerranée qui subit de manière convergente tous les aléas climatiques extrêmes d'ailleurs. Et ça peut être justement l'objet d'une institution qui, en plus, pourrait être un contrepoids aux intérêts économiques de court terme qui sont portés par des industries, par d'autres personnes qui ont des intérêts économiques qui parfois contreviennent à nos capacités d'adaptation, notamment le cas de multinationales qui accapareraient l'eau douce, ou alors à une industrie touristique qui
qui contribuerait à la stimulation de l'artificialisation des sols. Et je pense que cette institution pourrait être un contrepoids à ces intérêts économiques, puisqu'elle serait contraignante et déciderait in fine, à partir justement d'auditions de ces mêmes industries, de ces intérêts économiques, mais aussi des données scientifiques sur le sujet, d'autres acteurs et actrices du territoire, pour décider collectivement, voilà, on a étudié tous les aléas, il va y avoir des sacrifices, il ne faut pas dire que ce sera genre une joyeuse aventure, c'est sûr, ce sera douloureux, mais au moins on l'aura fait collectivement et démocratiquement. Oui, Cécile Duflot parle notamment de la dimension douloureuse de l'adaptation qu'on ne prend jamais vraiment en compte. Donc ce serait comme la Convention citoyenne pour le climat où c'est 150 citoyens représentatifs de la société française qui ont été formés et qui ont proposé des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et là, ce serait proposer des solutions pour s'adapter. La dernière chose par rapport à quoi devrait ressembler ce plan, on parlait tout à l'heure de cette idée d'essayer d'avoir plutôt plusieurs milliards d'euros sur la table que des millions pour s'adapter chaque année. Où est-ce que on va trouver l'argent pour justement ce financement de l'adaptation, une adaptation qui soit à la hauteur de l'urgence? Il faut savoir déjà qu'on a perdu 120 milliards d'euros depuis 1980, rien qu'en France. Des effets à cause des effets du réchauffement climatique, ouais. Du coup, effectivement, de toute façon, on va devoir dépenser cet argent, que ce soit pour réparer ou pour anticiper. Donc, autant le dépenser pour anticiper. Où est-ce qu'on va aller le chercher ? On a plein de ressources, notamment par les grands bénéficiaires du système capitaliste dans lequel on évolue, à la fois les personnes qui sont les ultra-riches. On a écrit avec Oxfam un manifeste fiscal qui permet de montrer comment on peut récupérer 80 milliards d'euros par an en ne touchant pas aux personnes dont le revenu n'est pas supérieur à 2 500 euros. Et on pense que ce plan pourrait être mis en place dès demain par le nouveau gouvernement. On peut aussi aller le chercher dans les super-héritages notamment, dans l'évasion fiscale. Il y a effectivement des milliards à aller chercher un peu partout et les deniers publics, on peut ne pas en manquer si on sait où aller les chercher. Et ça pourrait être effectivement des pistes premières de financement. Oui. Et pourtant, aujourd'hui, on est vraiment à rebours de ça, puisqu'on voit que dès qu'il y a des coupes budgétaires à faire, le gouvernement décide d'aller couper plutôt dans des dispositifs écologiques que sur d'autres sujets. On l'a vu récemment. Comment est-ce qu'on peut imaginer voir justement ces solutions appliquées et ce troisième plan d'adaptation rêvé que vous venez de décrire en quelque sorte dans un tel contexte politique et en sachant que pour le moment, le gouvernement n'a pas vraiment été à la hauteur de cet enjeu? On appelle effectivement les responsables politiques à prendre la mesure de l'urgence. C'était vraiment l'objet aussi du timing de sortie de ce rapport, à l'orée d'un nouveau gouvernement, de dire en fait, le dossier de l'adaptation doit être la priorité absolue de ce nouveau gouvernement, peu importe sa couleur politique. Le réchauffement climatique ne va pas dépendre d'un contexte politique particulier pour décider ou pas si il va frapper de telle ou telle précipitation, de tel ou tel orage ou de telle ou telle vague de chaleur. Par conséquent, il est plus qu'urgent, indépendamment du contexte politique, de prendre des mesures à la hauteur de l'enjeu. Et donc on appelle à la responsabilité, notamment des décideurs et des décideuses, pour mettre en place un plan qui soit le plus ambitieux possible et qui permette d'être mis en place. Et dans les responsables, pour revenir à la première question vers lesquels on pourrait se tourner pour trouver de l'argent, il y a aussi toutes les entreprises qui contribuent au réchauffement climatique et qui font des super profits, notamment les entreprises d'énergie fossile, qui pourraient être taxées à la hauteur justement de leur contribution au réchauffement climatique, parce que, in fine, ce sont elles qui sont responsables des dégâts infligés à l'ensemble de la population. Oui, donc réparer les dégâts qu'elles ont elles-mêmes causés. Exactement. C'est une question de justice, en fait. Mais alors, dernière question, est-ce que vous avez pu avoir justement des rencontres avec des responsables politiques pour faire valoir cet enjeu de l'adaptation? Parce que j'en parlais déjà il y a 2 ans avec Magali Reguezza, qui est géographe et spécialiste de l'adaptation. J'ai aussi reçu des co-auteurs du GIEC sur ce plateau. Et c'est vrai que, j'ai l'impression que depuis 2 ans, et je pourrais même dire beaucoup plus, en fait, ça tourne un petit peu en rond, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoute des pouvoirs publics vraiment sur cette question, alors que les Français vivent de plus en plus les conséquences du réchauffement climatique. Oui. Comme on disait, c'est un débat qui a toujours été confisqué aux citoyens et aux citoyennes, d'où l'intérêt justement de montrer par ce rapport qu'en fait, il est urgent de rendre le sujet beaucoup plus politique. On a eu une piste d'espoir avec le plan national d'adaptation numéro 3 et le cabinet de Christophe Béchu qu'on a rencontré en mars dernier et qui nous avait promis une concertation large du public, de la société civile pour le faire. Mais malheureusement, le plan national d'adaptation a toujours été dépriorisé par le gouvernement. Il l'a repoussé près de 4 fois.
jusqu'à tout simplement le mettre aux oubliettes en profitant de la dissolution. Ça ne l'a pas empêché quand même de sortir d'autres textes à ce moment-là, et du coup, il aurait pu prendre la décision politique, mais on a eu la confirmation auprès de Matignon que ce PNAC ne sortirait pas, ce qui montre toutes les responsabilités du précédent gouvernement dans la mise en place de ce plan, qui aurait pu être une opportunité ambitieuse dans laquelle on aurait pu participer. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait promis, et qui, in fine, encore une promesse qui n'a pas été respectée. Merci beaucoup, Quentin Guéquer, d'être venu sur Blast. Merci beaucoup, Paloma Maritz. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre cet enjeu crucial de l'adaptation. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets en description les entretiens Blast que j'ai déjà réalisés sur ce sujet. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. J'en profite pour vous dire aussi que tous les entretiens Blast sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes. Vous pouvez profiter de l'été pour les écouter. Vous le savez sûrement déjà, Blast est un média indépendant qui dépend de votre soutien. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous ou faites un don sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.